Bonjour à tous, merci d'être là et d'être venus nous écouter. Sans plus attendre, nous allons commencer. Vous tous qui êtes ici sur cette estrade, vous avez été confrontés ou vous êtes confrontés au monde de la prostitution. Est-ce qu'en quelques mots, chacun peut revenir un peu sur son parcours? Quand je dis quelques mots, c'est vraiment quelques mots. Gilles Badin, vous êtes directeur opérationnel du pôle prostitution depuis 6 ans. En quoi consiste ce pôle? Quelles sont les tâches que vous avez, les équipes avec lesquelles vous travaillez? Bonsoir. Le pôle prostitution, c'est une des 2 jambes de l'association Captifs La Libération. On a un pôle précarité et puis on a un pôle prostitution. Le pôle prostitution, il est constitué de 3 antennes réparties dans Paris. Et chacune d'entre elles a la mission d'aller à la rencontre des personnes en situation de prostitution. Donc on a un pôle qui va à la rencontre des personnes, le pôle Lazare, l'antenne Lazare qui va à la rencontre des personnes en situation de prostitution dans le bois de Boulogne. L'antenne Saint-Rita, dont Happy fait partie, qui va à la rencontre des personnes dans le bois de Vincennes et sur les Maréchaux Nord, et également à Châteaurouge. Et on a une antenne au Halles qui va rencontrer les personnes en situation de prostitution autour de Strasbourg-Saint-Denis. Ça représente une 20aine de salariés et 150 bénévoles. Et nous allons à la rencontre de... En fait, nous connaissons personnellement 400 personnes, qu'elles soient hommes, qu'elles soient femmes ou qu'elles soient personnes trans. Nous connaissons personnellement 400 personnes par leur prénom. Merci. Geneviève Collat, vous avez créé, vous coordonnez pour le Secours catholique Caritas France le collectif Ensemble contre la traite des êtres humains. En quoi consiste-t-il? Quelles sont vos missions? Alors le collectif Ensemble contre la traite des êtres humains, en fait, est un grand groupement d'un certain nombre d'associations qui travaillent sur toutes les formes d'exploitation. Exploitation sexuelle, mais aussi exploitation au travail, contrainte à commettre des délits, obligation à mendier, mariage forcé, énormément, en fait, finalement, de formes d'exploitation. Nous faisons un travail de prévention, de sensibilisation du grand public, mais aussi un travail de plaidoyer pour faire changer les lois ou les faire appliquer, un travail aussi de mise en réseau au niveau national et international, parce que ce sujet de la traite des êtres humains, on l'a vu, nous amène à voyager aussi dans l'espace. Vous êtes aussi par ailleurs membre de la Commission nationale consultative des droits de l'homme. En quoi c'est un acteur dans ce domaine-là ? Eh bien, en fait, la CNCDH est donc le rapporteur national auprès des institutions internationales sur la question de la traite des êtres humains. Et donc, à ce titre-là, il peut faire interpeller le gouvernement par rapport aux engagements qui ont été pris au niveau international et qui ne sont pas toujours tenus. Il permet aussi d'évaluer le plan national mis en place par le gouvernement. Mathieu Villemot, vous êtes théologien, vous êtes professeur de la faculté Notre-Dame au Collège des Bernardins. Vous allez nous apporter un regard un peu plus philosophique, mais pas forcément détaché du terrain, n'est-ce pas ? Tout à fait. Donc oui, je suis prêtre du diocèse de Paris, philosophe, non pas théologien. C'est la soirée des corrections. Pendant 10 ans, j'ai été vicaire à Saint-Honoré-des-Laux, donc j'ai accompagné l'accueil Lazare, et avec celui qui n'était pas encore votre président, et beaucoup d'autres, dont plusieurs sont là ce soir, nous avons tourné en prostitution au bois de Boulogne et pendant un temps plus court autour de la place de l'Étoile. Et comme en France, s'attribuer un titre qu'on n'a pas, c'est un délit, je signale que je ne suis plus co-directeur du département de recherche depuis presque 1 an maintenant. Voilà, merci. Yves Selle, quant à vous, vous êtes président de la Fondation Selle. Quelle est son action? Quel est son mode opératoire? Bonjour à tous. La Fondation Selle a été créée en 1999 et à une époque où les informations sur la prostitution n'existaient quasiment pas. Donc, sachant qu'il existait déjà des associations qui venaient en aide aux personnes prostituées, nous avons constitué un centre d'information. Bon, et la devise actuelle de la Fondation Selle, c'est connaître, comprendre et combattre l'exploitation sexuelle. Donc, voilà quel est alors dans nos activités,
il y a ce centre d'information, mais on essaye aussi de coordonner beaucoup entre les différentes associations, notamment avec des associations comme le Mouvement du Nid, l'Amicale du Nid, dont c'est vrai l'activité, disons, principale est vraiment la prostitution. Nous sommes intervenus avec ces associations pour former un collectif, et c'est grâce à ce collectif qui à l'époque a représenté une 60aine d'associations que l'on a pu obtenir une loi en 1916 pour lutter contre en 2016, du coup. En 2016, oui, pardon. On aura compris. Pour lutter contre le système prostitutionnel et venir en aide aux personnes prostituées. C'est une loi qui a été quand même fondamentale et qui est unique au monde. Alors on pourra revenir dessus, je pense, au fil des questions. Je voudrais qu'on parte de cette question du piège. On parle d'un piège de la prostitution. Quel est ce piège? Quels sont ces pièges, Geneviève Collat? Le premier piège pour moi, c'est l'emprise en fait, parce que les personnes se retrouvent finalement sous emprise d'une autre personne ou d'un réseau. Et c'est la première chose qui est très difficile à vivre. La deuxième chose, c'est que souvent, ils ne se sentent pas victimes au départ. Donc il y a tout ce travail déjà de compréhension par rapport à la situation de prostitution. Je voudrais insister aussi sur une chose. On parle souvent de prostitution des mineurs. On a un plan national de prostitution des mineurs en France. Mais en fait, les mineurs, on les prostitue. En général, ce n'est pas eux qui se prostituent. En fait, je voudrais vraiment insister sur ce plan-là. C'est-à-dire qu'il faut être très, très, très au fait de la question de la position de victime que peuvent avoir ces personnes, qui, encore une fois, ne le sentent pas vraiment eux-mêmes et pour qui le premier enjeu va être de rentrer en contact pour pouvoir échanger avec ces personnes et montrer comment s'en sortir. Ce qui revient souvent dans le travail des associations, c'est de souligner qu'on a l'impression que tout ça se passe loin. Le très beau témoignage d'Api nous a montré combien, et a insisté sur le fait que ça se passe ici, dans les rues de Paris. Effectivement, ce piège, il est juste là, dans nos rues. Il est dans nos rues, mais il est aussi, et de plus en plus, je dirais, dans nos universités, dans certains lycées. Il est aussi dans d'autres lieux et je pense que ça se développe. Il est aussi aujourd'hui beaucoup à travers Internet, un peu partout, et de façon beaucoup plus cachée qu'il ne l'était il y a quelques temps. Donc il faut aujourd'hui que la lutte contre la forme d'exploitation en termes d'exploitation sexuelle que représente la prostitution puisse être travaillée aussi avec ces nouveaux défis qui s'offrent à nous. Yves Selle, quels sont les chiffres autour de la prostitution ? Actuellement, on estime que déjà depuis quelque temps qu'il y a en France environ 40 000 personnes prostituées. C'est quand même un chiffre très important. Et on peut penser qu'avec Internet et toutes les possibilités de trouver sur les sites une personne prostituée et je dirais l'acheter, ce chiffre n'a fait qu'augmenter. D'autant que maintenant, la prostitution, il reste une prostitution de rue, mais elle est relativement faible. Elle est de l'ordre de 20%. Il y a 80% de prostitution qui se produit dans les hôtels ou dans les locations telles que Airbnb. Quels sont les schémas du piège ? Y a-t-il un mode opératoire ? Alors, je pense qu'on peut trouver le mode opératoire. Ce sont les proxénètes qui le montent. Bon, qu'est-ce qu'ils proposent, les proxénètes ? Ils proposent la liberté, l'argent et le plaisir. Bon, la liberté, c'est ce que la liberté. Bon, ils enferment la personne prostituée dans un hôtel ou dans un Airbnb. L'argent, les personnes prostituées ont vraiment le minimum vital pour vivre. Elles ne peuvent pas s'en sortir toutes seules parce que le proxénète lui pompe tout l'argent. Il y a 90% des personnes en situation de prostitution qui n'ont pas de quoi vivre, qui sont au minimum vital de vivre, alors que certains pensent qu'elles gagnent beaucoup d'argent, ce qui est complètement invraisemblable. Et puis le troisième, c'est la pression. C'est quelqu'un qui veut s'échapper de la prostitution, elle est en danger
de mort. Sa famille ou elle-même peuvent être en danger de mort. Donc c'est quelque chose de vraiment d'épouvantable. Gilles Badin, chez les personnes que vous rencontrez, parfois émerge le témoignage que sortir de la prostitution, c'est sortir aussi d'un environnement, de quelque chose qui a été retrouvé, que ces personnes qui ont été abusées, à qui on a menti pour qu'elles viennent en France. Et en fait, elles vont retrouver quand même une certaine sécurité parce qu'elles sont entourées de personnes qui, comme elles, ont été trompées. Et donc, il faut aussi sortir de ce schéma-là, de ce ressort-là quand on veut sortir. Et ça, c'est pas facile. En fait, ces personnes, effectivement, depuis le début de leur parcours migratoire, comme on l'a entendu tout à l'heure avec Happy, on leur a menti. Elles ont été trahies. Et souvent par des compatriotes qui parlent leur langue, qui les connaissent bien. Et puis ensuite commence ce parcours de migration où effectivement, on continue à leur mentir. On a mentionné la Libye. Elles arrivent en Europe, on continue à leur mentir. Alors effectivement, quand nous, on arrive à la rencontre de ces personnes et qu'on les rencontre dans le bois, pourquoi est-ce qu'elles me feraient confiance à moi, qui n'ai pas sa culture voilà. Alors que quand elles sont en France depuis plusieurs mois, plusieurs semaines, plusieurs mois, effectivement, elles ont recréé un environnement qu'elles connaissent. C'est-à-dire qu'elles vont vivre en communauté avec des personnes nigérianes, elles vont manger ce qu'elles avaient l'habitude de manger au pays, elles vont parler leur langue, le pidgin, avoir des habitudes. Et en fait, c'est ce qu'on appelle des bénéfices secondaires. C'est-à-dire que malgré tout, on est emprisonné là-dedans parce qu'on y est finalement, excusez-moi, mais pas si mal. J'espère qu'on va aller plus loin que ça. Geneviève Collat, en quoi est-ce que la prostitution entre dans un schéma qu'on dit de traite des êtres humains ? Alors, il s'agit d'une forme d'exploitation, comme je l'ai dit, et d'une forme d'exploitation d'ailleurs qui existe sous plein de formes différentes. Parce qu'en fait, il y a en effet les personnes qui sont exploitées dans des lieux particuliers, que ce soit en effet aujourd'hui par le biais des plateformes comme Airbnb ou que ce soit dans des bordels, selon les pays aussi et selon les organisations. Mais c'est aussi en fait d'autres formes du style de l'utilisation des personnes ensuite pour la pornographie par exemple. C'est toujours très vrai en particulier pour les enfants mais aussi pour les adultes. Et donc ces différentes formes de traite montrent une exploitation où la personne est en général prise sous l'emprise, comme je le disais tout à l'heure, et vont être exploitées de différentes façons. Et ce qui est important à dire aussi, c'est que très souvent, il y a plusieurs formes d'exploitation et des personnes qui se retrouvent finalement dans la prostitution alors qu'au départ elles étaient contraintes à voler ou contraintes à mendier et puis ou alors contraintes même dans des trafics de drogue et puis en fait on se rend compte que finalement le trafic de drogue, il faut avoir la matière pour pouvoir le faire, tandis que le trafic d'êtres humains, il suffit d'avoir la personne et donc il n'y a pas besoin, du coup il n'y a plus besoin de cette matière. Donc c'est encore plus facile d'une certaine manière. C'est assez horrible, mais c'est la raison pour laquelle ce phénomène de traite existe. Après, c'est une qualification juridique quand on parle de traite des êtres humains. Et la qualification juridique, elle est différente quand on est enfant ou quand on est adulte. Les définitions sont un peu différentes. Et pour nous, tout enfant, pratiquement victime dans le cadre d'une exploitation, dans le cadre de la prostitution, est aussi victime de traite. Il n'y a pas besoin de passer les frontières pour parler de traite des êtres humains, contrairement à ce que tout le monde croit. Et la traite des êtres humains n'est pas seulement la traite à des fins d'exploitation sexuelle. Donc il faut avant tout faire tomber les idées reçues, sensibiliser le grand public et pour changer le regard des personnes, parce que face à la prostitution, il y a des regards qui tuent et des regards qui relèvent. Et je crois qu'Au Captif la Libération montre bien ces regards qui peuvent relever. Yves Selle, il y a un regard qui tue, comme vient de le dire Geneviève Collat, c'est celui un peu de l'ignorance, et notamment l'ignorance de la réalité, de la douleur physique, des sévices corporels qu'entraîne la prostitution, avec parfois le besoin, et peut-être ce soir, le besoin de dire les choses telles qu'elles sont avec des mots crus, comme vous avez pu le faire quand on avait échangé entre nous.
Oui, je sais pas. Ce que l'on peut dire, j'ai là une citation d'une personne qui a été prostituée pendant plus de 30 ans, qui est une femme remarquable, qui s'appelle Rosen, que certains d'entre vous connaissent. Elle dit « à chaque homme client, c'est comme une brûlure en plus. Quand tu en as 10, 15 par jour, ton corps se consume et s'éteint. C'est des brûlures que tu ne sens pas, mais qui sont réelles. À chaque client qui arrive, paf, c'est un morceau de ton corps qui s'en va. Tu t'oublies complètement. Tu n'as plus de sensations. C'est un mode de survie, destructeur, un engrenage. » Je pense qu'effectivement, ces paroles de cette femme qui est tout à fait remarquable montrent bien ce qu'est la prostitution. En fait, c'est une véritable torture. Quand on pense qu'une personne prostituée peut avoir 5, 10 rapports imposés par jour, c'est impensable. Est-ce que dans cette situation de la société aujourd'hui face à la prostitution, ce genre de témoignage, le témoignage d'Api, c'est quelque chose qui est difficile à entendre, quelque chose que la société ne veut pas entendre, savoir le parcours de ces femmes, entendre et, entre guillemets, les humaniser? Est-ce que la société, par moment, ne les déshumanise pas parce que c'est plus facile ? D'abord, pour pouvoir témoigner, il faut être très courageux. Je pense que le témoignage qui nous a été donné tout à l'heure est vraiment un exemple de courage. Et il y en a très très peu de personnes prostituées qui osent parler, parce qu'elles en parler est tellement violent que c'est pas possible. Donc les témoignages sont très très rares de personnes prostituées. Et celles qui ont réussi à s'en échapper, elles n'ont qu'une envie, c'est de ne plus y penser. Là, il y a un vrai effort de la société, comme ça a été fait dans certaines situations, pour que les personnes qui ont vécu dans la prostitution puissent en parler, qu'elles soient considérées. C'est quelque chose qui est très difficile. Et puis cette question de la parole, elle est très importante parce qu'aujourd'hui, pour obtenir réparation dans le cadre d'un tribunal, on voit la difficulté qu'il y a de pouvoir accompagner des personnes victimes pour qu'elles témoignent. Alors que ce témoignage, il est vraiment très important aussi dans le cadre de l'accompagnement juridique. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'important parce que le fait de redonner la parole, leur permettre de s'exprimer, c'est aussi leur permettre d'avoir une réparation parfois. Mathieu Villemot, est-ce que ce piège de la prostitution s'inscrit-il aussi dans un contexte d'une société qui a un regard particulier sur la sexualité ? Mais oui, s'il peut y avoir 40 000 prostituées, peut-être même plus en France, c'est bien que ce n'est pas seulement parce qu'il y a des proxénètes. C'est aussi, qui, bien sûr, joue un rôle clé, mais c'est aussi parce que notre société a des idéologies qui rendent la chose possible. Alors j'en cite deux. Je dis d'abord, il y a la théorie des besoins. Je vous donne juste une anecdote. À Saint-Honoré-des-Laux, un couple très engagé dans la Manif pour tous apprend que je prépare un livre où je condamne la prostitution. Et madame, en présence de monsieur, me dit « Tu ne peux pas être contre la prostitution. Les hommes ont des besoins. » Deuxième anecdote, un confrère me dit, en présence d'une dame catée, comme on dit, que les prêtres pédophiles n'ont qu'à aller voir les prostituées, ça ira beaucoup mieux. Ce qui oublie un peu vite qu'il y a des prostituées mineures, que c'est donc ces prostituées-là qui vont voir les prêtres pédophiles. Donc ce genre de raisonnement, tenu par des catholiques pratiquants et des prêtres, entre autres bien sûr, fait que la prostitution est possible. La deuxième chose, c'est que nous sommes dans une société de financiarisation généralisée. Tout s'achète et se vend. Et ces logiques-là sont entrées dans le domaine de la vie sexuelle. Je vous cite deux auteurs. Un certain monsieur Scarpetta, qui parle de l'illusion d'une naïveté confondante selon laquelle il pourrait exister quelque part des femmes qu'on ne paye pas. Donc, mesdames, quand votre mari tout à l'heure vous emmènera au restaurant rue des Écoles, il vous prostituera.
C'est ça que dit Scarpetta. Et par ailleurs, Philippe Cobert dit « Le ou la prostituée ne fait qu'assumer le rapport d'argent, tapis sous n'importe quel rapport sexuel. Tout se vend, tout s'achète. » Donc si on n'est plus capable de penser la gratuité, à laquelle par exemple Benoît XVI nous a invités avec force dans son encyclique sociale, eh bien on ouvre la porte très officiellement. Ce sont deux auteurs qui sont pour la légalisation de la prostitution. On ouvre la porte très officiellement à la prostitution. Et tant qu'on tolérera ce genre de raisonnement, eh bien, il y aura des Happy. Il y aura des Nigérianes, amenées de force, avec tout ce que Happy nous a témoigné, avec tout ce qu'elle n'a pas souhaité nous témoigner, et qu'on peut deviner. Et nous en serons responsables, parce que nous laisserons ces discours-là circuler parmi nous. Geneviève Collat, quand vous avez créé le collectif Ensemble contre la traite des êtres humains, c'était à la demande de partenaires internationaux qui s'étonnaient que la France ne soit pas particulièrement engagée sur cette question. Tout à fait. En fait, il y a une vingtaine d'années, je travaillais donc au Secours catholique sur les projets européens. Et en fait, j'ai eu beaucoup l'occasion de rencontrer des partenaires en Ukraine, en Russie, au Kosovo, en Albanie et dans les pays d'Europe de l'Est, qui avaient les uns des lieux d'accueil pour les personnes prostituées, des autres des campagnes de sensibilisation pour sensibiliser les jeunes qui voulaient partir à l'étranger et les éviter de tomber dans la traite. Donc, en fait, avec ces partenaires, je visitais donc des lieux d'accueil, des lieux où ils faisaient de la sensibilisation dans des écoles, mais aussi auprès de médecins. Voilà, des choses en France. On n'en entendait pas parler, très peu. Il y avait quelques associations qui faisaient déjà du travail. Et en fait, c'est ce qui nous a donné l'idée, à partir du travail avec le mouvement du Nid, l'Amicale du Nid, puis au Captif un peu plus tard, et puis aussi la Fondation Cell et d'autres, de se dire il faudrait voir un peu plus en France qu'est-ce qui se passe et comment faire monter le sujet pour pouvoir mieux y répondre. Et en fait, on a profité du moment où la convention du Conseil de l'Europe contre la traite des êtres humains était écrite pour participer à cette écriture en tant que réseau Caritas avec le Conseil de l'Europe. Et à ce moment-là, c'est là que nos partenaires nous interpellaient en disant on ne peut pas regarder la chose que vue de nos pays, mais il faut aussi la voir vue de vos pays qui accueillaient des personnes prostituées. Et c'est comme ça, en fait, qu'en France, on s'est dit on va créer un collectif pour travailler tous main dans la main, que l'on s'occupe plus d'enfants, d'adultes, de personnes à la rue ou d'autres types de publics. Gilles. Si je peux me permettre, il y a depuis longtemps, il y a beaucoup de dénégations en France sur la prostitution. Pendant les associations, dont les Captifs, si ma mémoire est bonne, ont signalé que les débats avant la nouvelle loi n'en parlaient que des femmes. Hommes, trans, mineurs, qu'on n'ait pas jamais vu. On a parlé à l'Assemblée nationale que des femmes. Bon, donc première dénégation. Autre dénégation, elle est plus ancienne, mais c'est pour moi un honneur de le dire. Vous avez entendu, comme moi, qu'à la bataille de Dien Bien Phu, pendant la guerre d'Indochine, il n'y avait qu'une femme, Geneviève de Galard, qui, grâce à ça, est morte avec une batterie de décorations qu'elle méritait amplement. Elle a protesté contre ça. Elle n'était pas la seule femme. Il y avait plusieurs bordels militaires de campagne, c'était leur dénomination légale, dont les femmes avaient rang de combattantes du CEFO, du comité et du corps expéditionnaire français en Extrême-Orient. Elles ont toutes été assassinées par le Viet Minh quand le camp est tombé, et personne n'en dit jamais rien. Elles sont tombées, je vous laisse la parole tout de suite après, elles sont tombées comme des paras de Bijar. Gilles Badin, quand vous parlez de ce que vous faites, est-ce que c'est bien reçu? Est-ce qu'on comprend votre démarche, votre travail, tout simplement? Ou est-ce qu'on vous regarde avec des grands yeux parfois? J'ai le souvenir du téléphone qui sonne un soir tard et au bout du fil, une femme qui me dit à quoi vous servez? Cette femme déposait ses enfants assez régulièrement dans le bois de Boulogne, au tir au pigeon, je ne sais jamais. Voilà, et elle m'appelle, elle me dit mais comment est-ce possible que mes enfants voient cette camionnette devant ce club tous les soirs quand je les ramène? Et en fait, dans sa tête, la camionnette de l'association, du coup. Non, pardon, la camionnette de cette femme prostituée.
Merci. Et en fait, elle était là, mais ça me dérange, nettoyer ce paysage, je ne veux plus voir ces personnes qui prennent une place qu'elles ne devraient pas prendre. Et en fait, c'est ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'on n'a pas conscience qu'elles ne l'ont pas choisi. Ces femmes sont ici, dans le bois, elles ne l'ont pas choisi, on leur impose ça. Moi, tout mon travail, il a été de leur dire, mais imaginez bien que cette femme, elle ne souhaite qu'une chose, c'est une vie meilleure. Elle ne l'a pas choisie. Pour elle, se faire insulter au quotidien par ces personnes qui passent, c'est insupportable. Justement, au Captif, s'est développée une approche des personnes en prostitution, en situation de prostitution, afin d'entrer en relation avec elles, de les regarder à nouveau comme des personnes humaines. Quels sont les différents axes de cette approche ? Je pense qu'il y a 42 ans, quand notre fondateur a créé la Maraude, la Tournée-Rue, elle s'appelle la Tournée-Rue, on l'appelle la Tournée-Rue, ça a été quelque chose de révolutionnaire. C'est-à-dire qu'il a mis en place un aller vers pour créer un lien qui peut devenir un lien de confiance. À l'époque, il y a 40 ans, je crois que le travailleur social attendait dans son bureau que la personne vienne à lui. Lui, il a mis en place cet aller vers. Maintenant, je vous le disais tout à l'heure, c'est pas évident de créer un lien avec la personne quand elle a vécu toutes les souffrances qu'elle a pu vivre dans son parcours de migration. Et donc, on va rencontrer les personnes avec quatre façons qui nous sont propres aux captifs. La première, c'est qu'on y va à main nue. À main nue, ça veut dire gratuitement, ça veut dire sans rien leur donner. On va les voir en leur donnant seulement un regard. Pourquoi ? Parce qu'elle aussi peut nous regarder. On y va en leur parlant, parce qu'elle aussi peut nous reparler. On ne se met pas dans une situation de surplomb en se disant « moi je suis mieux que toi et je peux te donner ». Et en fait, on se met dans une situation, après ça, elle est redevable vis-à-vis de nous. Pas du tout. J'ai peut-être eu plus de chance qu'elle, et c'est pas sûr, mais voilà, aujourd'hui on est au même niveau, on est tous les deux, j'aime bien dire, enfants de Dieu et aimés de la même façon par le Seigneur. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Le deuxième, c'est que lors de nos tournées-rues, on les fait de façon fidèle. C'est-à-dire que toutes les semaines, on va tourner en camionnette, on va tourner à pied, on va tourner en vélo parfois, pour aller rencontrer les mêmes personnes sur les mêmes parcours. Je voudrais vous donner l'exemple de le témoignage que j'ai eu avec Zara. Zara, j'étais au bois de Vincennes et ça faisait plusieurs semaines que je la rencontrais. C'est une jeune femme qui était nigériane, qui parle pidgin et un peu anglais. Et en fait, notre contact était assez limité. On se disait bonjour et on discutait de la pluie et du beau temps. C'était assez court. Je m'éloigne d'elle, je fais 10-15 mètres et là, j'entends « Gilles, Gilles, Gilles ». Alors je me retourne et c'est Zara qui m'appelait et qui me tendait un portefeuille. Je lui dis, mais pourquoi tu me donnes un portefeuille, Zara ? Elle me dit, je l'ai trouvé, je ne l'ai pas volé, je ne peux pas le donner à la police parce qu'ils vont croire que je l'ai volé, mais tu es la seule personne de confiance que je connais, donc c'est à toi que je le donne. Vous imaginez quoi ? Je trouve ça fabuleux de se dire qu'avec le temps, on ne se disait rien, hein, on se disait bonjour, semaine après semaine, mais elle était la seule personne de confiance qu'elle avait en France. Moi, ça me sidère. Et les deux autres piliers, c'est l'intégralité, c'est-à-dire qu'effectivement, on va voir les personnes dans toutes leurs dimensions. On ne s'arrête pas qu'à un corps qui a faim, mais on leur donne aussi une dimension spirituelle. Tous les mois, on organise des prières rues. Je vous encourage à venir aux prières rues des captifs. Si vous venez à la prière rue, par exemple, que l'on fait pour les personnes trans à la mission espagnole dans le 16e, il y a une vraie ferveur et on sent que les gens ont soif de Dieu. Et puis le dernier, c'est l'inconditionnalité. C'est-à-dire qu'on va voir tout le monde. Été comme hiver, on va tous les voir, les hommes, les femmes, les personnes trans, qu'elles soient là par choix, ce qui est faible, ce qui n'existe quasiment pas, qu'elles soient là imposées par victimes des réseaux, ce qui est la grande majorité des personnes. On va les voir en rue et maintenant, on va aussi les voir sur Internet. C'est-à-dire, vous allez comment on vient de lancer, depuis la rentrée, des tournées numériques où on va repérer les personnes sur les sites de prostitution, parce qu'il y a des sites de prostitution en France officiels. Et donc, on repère les personnes, on prend leur numéro de téléphone et là, on communique par texto, par WhatsApp avec elles en leur disant, toujours comme on le fait au captif, comme on le faisait, par binôme, c'est-à-dire on y va. Bonjour, je suis Gilles et Domitille. Nous allons à la rencontre des personnes qui, comme toi, sont escortes ou prostituées sur Internet. Est-ce qu'on peut t'aider ? Puis là, se commence un discours, un échange avec elles. Sur les mains nues, j'ai juste une anecdote très rapidement. Quand on a commencé à tourner autour de l'étoile, les filles ne nous connaissaient pas puisqu'on commençait. Et un jour, il y en a une qui nous accueille assez nerveusement. Vous voulez me donner quoi ? Rien. Ah ça va alors. Justement, j'allais vous demander,
Vous avez et du coup tourné pendant une dizaine d'années. Qu'est-ce que vous y avez appris et qu'est-ce que ça vous a appris de Dieu, de la foi? Est-ce que ça vous a appris quelque chose? Gilles parlait d'inconditionnalité. Jésus nous aime, Jésus m'aime inconditionnellement. Et tant que je me borne à regarder autour de moi les gens qui vont bien, qui vont voir même très bien, qui sont vicaires à Saint-Louis-en-Lille, professeurs au Bernardin, fils de grands directeurs, de grands chefs d'entreprise et autres, je porte la tentation de penser que c'est pour ça que Jésus m'aime. Quand je vais voir ceux dont le monde me dit ce ne sont plus que des déchets, et que là je peux dire Jésus les aime, et qu'ils peuvent même, eux, le dire, là je sais qu'ils m'aiment moi, inconditionnellement. Je pense que c'est ça que je vais chercher auprès des pauvres en général, et auprès des prostituées en particulier. Alors, vous venez de nous décrire des chemins de libération relationnelle, personnelle, à travers des rencontres que vous avez pu faire. Il y a tout un champ en termes de prévention, il y a des choses à faire en termes de politique publique contre la prostitution. Comment on combat ça? Comment, Geneviève Collat, vous combattez, vous apportez des chemins de libération à ces personnes? Eh bien, je dirais que c'est la collaboration et la complémentarité entre les différentes associations qui permettent de répondre aux situations. Parce que, en fait, certaines associations sont plus généralistes, d'autres travaillent plus sur un plan particulier. Et ce qui est important face à une personne qui est victime d'exploitation, finalement, c'est de pouvoir avoir un accompagnement à la fois social, juridique, dans le domaine de la santé, physique et mentale, et vraiment quelque chose de global. Et c'est là que tout le travail qui peut se faire en collaboration les uns avec les autres va permettre déjà d'être plus efficace par rapport à chaque personne rencontrée, mais aussi de construire des politiques publiques, en tout cas de participer à la construction des politiques publiques. Et c'est vraiment ce que l'on fait aujourd'hui de façon collective dans le cadre de la préparation d'un plan national de lutte contre la traite des êtres humains qui, on l'espère, va sortir prochainement. Dans le cadre de tout le travail qui est fait aussi avec le secrétariat d'État à l'enfance par rapport à l'exploitation sexuelle des mineurs. Et tout ce travail n'est possible que par la collaboration entre associations, mais aussi la collaboration entre associations et institutions. Et puis, il y a aussi tout un autre travail que je disais tout à l'heure, qui est le travail de sensibilisation. Et aujourd'hui, nous préparons par exemple une campagne Agir contre l'exploitation en marge des grands événements sportifs. On va bientôt recevoir en France les Jeux Olympiques. C'est une fête. Mais est-ce que c'est vraiment une fête pour tous? Et si ce n'est pas le cas, comment faire pour pouvoir mieux répondre aux personnes qui sont exploitées, que ce soit par le travail aujourd'hui ou aussi pendant les Jeux Olympiques, que ce soit par la contrainte à commettre des délits ou par l'obligation à mendier, parce que ce genre d'événement attire forcément ce genre de délit. C'est aussi dans tout ce qui va être lié à l'exploitation sexuelle, parce qu'on sait très bien que ces grands événements sportifs sont aussi un lieu où cela se développe. Au Secours catholique, dans les questions autour de la traite des êtres humains, vous avez l'habitude de dire que ce qui est difficile, c'est que les réseaux s'organisent et ont toujours un temps d'avance sur les lois, sur les organisations. Comment on garde le rythme, comment on garde la foi et l'engagement quand justement tout ce qu'on semble arriver à mettre en place est déjà quasiment obsolète? Eh ben, il faut innover et ce que vient de nous expliquer Gilles sur la question des maraudes numériques, par exemple, ça fait partie des éléments aujourd'hui pour pouvoir essayer de capter à l'origine sur Internet déjà ce qui pourrait être transformé en autre chose que de l'exploitation. Et donc, pour nous, il faut toujours être à l'écoute de cela. Il faut aussi arriver à montrer que les études statistiques, mais aussi les recherches-actions qui permettent de mieux connaître le phénomène, de mieux comprendre les liens entre pays pour ce qui est de la traite internationale, mais aussi
comment le phénomène se développe en France, intra-France, c'est aussi quelque chose d'important et que l'on ne peut pas simplement répondre toujours de la même manière à ce phénomène. Avec Caritas, par exemple, on a fait une recherche-action sur la traite dans les situations de conflit il y a quelques années. Et quand la guerre en Ukraine est arrivée, on était au taquet pour pouvoir, avec les institutions, dire « Allez, qu'est-ce qu'on fait en France pour ces femmes ukrainiennes ou ces hommes ukrainiens ou ces enfants ukrainiens qui vont arriver et comment faire pour pouvoir sensibiliser, faire de la prévention avec ces publics ?» Voilà. Et puis on retrouve l'inconditionnalité dont on avait parlé tout à l'heure. Alors Madame est dans une lutte institutionnelle qui est indispensable. Moi je suis sur un plan un peu différent qui est la présence auprès de Happy ou de tel de ses frères et sœurs. Je n'exigerai pas du ou de la prostituée qui est devant moi qu'il ou elle s'engage dans un parcours de sortie de prostitution pour enfin aller la voir, enfin lui proposer un café, enfin parler avec. Si dans 5 ans il ou elle le fait, que Dieu soit béni. Mais aujourd'hui, il est là, je suis là, point. Yves Selle, vous disiez qu'il y avait une loi aujourd'hui en France. Quelle est-elle? Quels sont les contours? Alors, avant de parler de la loi, ce qu'on peut dire quand même, c'est que la prostitution, c'est un énorme marché. La prostitution, c'est 3,2 milliards par an de recettes de la part des proxénètes. C'est quand même énorme. C'est à peu près du même ordre que celui de la drogue. Donc, 3,2 milliards. Et on peut estimer que le coût pour la France, le manque à gagner pour la France de cet argent qui part la plupart du temps à l'étranger, c'est à peu près la moitié. Donc, si on n'utilisait qu'une partie de cet argent pour lutter contre la prostitution, on ferait d'énormes progrès. Bon, effectivement, comme on en a parlé tout à l'heure, effectivement, l'aide aux personnes prostituées est quelque chose d'indispensable et d'humain. Et il faut vraiment foncer dans ce domaine-là. Mais aussi, ce qu'il faut essayer d'éviter, c'est que cette prostitution, elle se propage. Donc, il y a une loi que nous avons réussi à obtenir en 2016 qui a changé la donne. Avant, c'était les personnes prostituées qui étaient pénalisées et les clients qui étaient les auteurs qui eux-mêmes n'étaient pas pénalisés. Bon, la loi a renversé cette situation. Maintenant, un client de personnes prostituées est passible de 1 500 € d'amende et si le juge instructeur le souhaite, de faire un stage pour comprendre la réalité de ce qu'est la prostitution. Bon, mais si vous voulez, je pense que ce qu'il faut prendre en compte, c'est que la prostitution, la personne qui est en situation de prostitution, c'est une torture. Avoir tous les jours 5, 10 clients que vous ne connaissez pas ou que vous connaissez, ça n'a pas d'importance, mais qui vous font des pénétrations, c'est une torture. Et je crois que cette notion de torture, il faut vraiment la faire connaître, que les gens s'en rendent compte. Donc, si vous voulez, c'est... sur le combat institutionnel, voilà. Sur la loi. Bon... Il y a quand même eu un certain nombre de progrès de fait, mais depuis sa divulgation en 2016, il y a eu 1275 personnes prostituées qui ont pu bénéficier de parcours de sortie. C'est peu, mais c'est déjà toujours ça. Bon, ça devrait être... On pourrait faire beaucoup mieux si l'État avait pris des engagements, si l'État avait vraiment voulu appliquer la loi. Le problème, c'est que la loi a été divulguée juste avant le changement de gouvernement, et le nouveau gouvernement s'est mis d'autres occupations et n'a pas voulu travailler sur ce domaine-là. La loi, elle est mise en place, en principe, par les préfets. Ce sont les préfets qui doivent faire une enquête dans leur département
pour savoir quels sont les lieux de prostitution, combien quelle est la situation de la prostitution dans leur département, et à partir de là, ils doivent prendre des dispositions. Il y a une commission qui est réunie, qui doit se réunir pour accepter les parcours de sortie et pour accepter un certain nombre de parcours de sortie. Malheureusement, il y a très peu de parcours de sortie qui sont acceptés. Il y en a eu 1275 depuis la promulgation de la loi, ce qui est quand même très faible. Alors justement, Gilles Badin, le travail de l'association, c'est aussi de rendre possible ce travail-là en lien avec la préfecture. Comment ça se met en place ? Comment ça fonctionne ? Oui. Alors les parcours de sortie de prostitution, on les appelle les PSP, c'est un engagement de 3 personnes, j'ai envie de vous dire. C'est d'abord l'engagement de la personne en situation de prostitution de s'engager à sortir de la prostitution, avec toute la difficulté que ça peut représenter avec le réseau qui est derrière. C'est un engagement aussi de la préfecture qui aide la personne en lui donnant des papiers provisoires pour 2 ans et puis une aide financière pour s'insérer qui est censée compenser le manque à gagner de la prostitution. L'État donne 300 €, un peu plus de 300 € par personne par mois. Il reste difficile de vivre à Paris avec 330 € par mois. Et à côté de ça, la 3e personne qui s'engage chez nous, l'association, en l'occurrence au captif La Libération, là, et on s'engage à trouver un hébergement pour la personne et un travail. Et on a 2 ans pour faire ça, pour accompagner la personne vers une insertion professionnelle. Alors, les uns comme les autres, vous m'avez dit à un moment donné que on peut tous faire quelque chose dans ce combat contre la prostitution. Alors, Gilles Badin, c'est assez simple, rejoindre Léo Captif La Libération. Je pense que c'est la première chose que vous proposeriez de faire. Mais est-ce que les uns et les autres, on pourrait revenir sur... Voilà, là, aujourd'hui, on ne peut pas tous être au niveau d'engagement que vous avez les uns et les autres ou que vous avez eu. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, chacun chez soi ou chacun autour de soi ? À mon échelle, qui est biaisée, je n'étais que... Je peux vous dire... Donc, il y avait les salariés, il y avait les bénévoles. Certains tournaient, certains restaient à la permanence. Des paroissiens venaient nous aider aux prières rues, soit pour monter la prière, soit pour organiser le repas. Ensuite, c'est créé la chaîne de prière. Enfin, je sais pas, vous avez donné un autre nom tout à l'heure. Mais vous voyez de quoi je parle ? Rue. Non, le réseau prière, voilà. Donc, il y a des gens qui ne font, entre guillemets, rien d'autre que d'être chez eux à prier pour ça. C'est vis-à-vis de la prostitution, à peu près tout ce que je fais partie de ce réseau prière. Donc voilà, déjà, à ma toute petite échelle, je viens de vous nommer 7 ou 8 postes. Parce qu'il y a un point qui est capital, qui est vrai pour la prostitution, mais pour tous les services de grande pauvreté, l'hôpital, les personnes âgées, etc. Je n'en voudrais jamais à une personne qui me dit, moi, excuse-moi, mais un trans du Bois de Boulogne, je ne peux pas. Non, d'accord, il y a de la place pour toi ailleurs. T'inquiète pas. Si tu peux juste nous fabriquer un gâteau qu'on amènera quand ce sera l'anniversaire de machin, c'est très bien. Je n'en voudrais jamais. Donc ceux qui se disent « moi, je ne peux pas », ils ne peuvent pas. Il ne faut surtout pas se forcer. Ceci dit, moi, je pense que la première chose qu'on peut faire, c'est porter un regard bienveillant sur les personnes. Et on est tous capables, quand on traverse le Bois de Boulogne, de porter un regard bienveillant sur les gens. Combien de voitures sont là, klaxonnent, vous entendez des insultes par les fenêtres ? Non, ça reste des personnes, ça reste des gens aimables, ça reste des personnes en fait. Ce sont des gens qui sont aimables, ce sont des gens qui sont capables d'aimer et ce sont des gens qui souffrent aussi, mais comme nous. En fait, à partir du moment où on se dit que ce sont des gens comme nous, voilà. Moi, je me dis, quand on traverse le Bois de Boulogne ou le Bois de Vincennes sans connaître, ça fait peur. Oui, l'étranger fait peur, la personne qu'on ne connaît pas fait peur. Mais venez à notre place au captif, on les rencontre, on les connaît, on connaît leurs prénoms, on connaît leurs histoires de vie. Il n'y a personne qui nous fait peur. On va tourner la nuit à minuit sur les maréchaux nord, on connaît tout le monde et on n'a pas peur parce que tout le monde nous connaît.
Moi, je voudrais aussi insister sur le fait que chacun d'entre nous, en fait, on a une place différente. Alors, évidemment, nous, on est des associations, je dirais, plus ou moins spécialisées qui luttent sur le sujet. Donc, c'est facile. Mais qu'on soit médecin, qu'on soit éducateur, qu'on soit professeur, que quel que soit le métier que l'on a, ou quel que soit l'engagement associatif que l'on a, on rencontre des personnes. Et je pense que ce regard bienveillant dont tu parles, il doit être porté et il doit permettre de repérer des personnes qui sont victimes, qui sont exploitées. Et au lieu de tourner le regard, ce qu'il faut, c'est essayer de regarder en face la situation et puis d'orienter les personnes vers des lieux qui vont être plus spécialisés, qui vont pouvoir prendre en charge la question autrement. Mais je pense que le premier pas, il est à faire par chacun d'entre nous. Et je pense que moi, j'ai été confrontée aussi à des enfants, justement, victimes d'exploitation, rentrés dans la prostitution très jeunes, 14 ans parfois, en tant qu'administrateur ad hoc, donc en accompagnant des enfants victimes au quotidien au regard de la justice. Je pense que ça permet vraiment de mieux comprendre cette situation et de mieux s'engager quand on voit des jeunes de 14 ans qui simplement au départ ont fait une fugue, qui ne sont pas forcément que des gens au départ vivant dans des milieux de pauvreté, mais dont les parents, les familles se sont éclatés et qui se sont retrouvés complètement perdus à cause de ça. Vous aviez une rencontre marquante, il y avait une personne particulièrement que vous avez accompagnée récemment qui vous avait marqué, Malika. Oui, je pensais à Malika, je vous disais quand on a préparé ici. Malika, en fait, elle avait 14 ans, elle a fait une fugue. Elle a rencontré par Internet un petit copain. Ce petit copain l'a invitée chez elle. Elle a commencé à faire le secrétariat pour un réseau de traite, sans s'en rendre compte. En fait, elle ne s'en rendait pas compte. On lui a dit « Allez, réserve une chambre d'hôtel. » Elle ne se posait pas de questions. On lui a dit au départ, en fait, tout ce qui était de l'organisation, elle ne savait pas exactement pourquoi et comment ça se passait. Puis petit à petit, on lui a dit « Oh, dis donc, t'es mignonne, tu sais, tu pourrais faire l'accueil dans les appartements, on accueille des personnes. » Et puis, elle est rentrée dans le truc. Et puis après, on lui a dit « Oh, bah, tu serais mieux quand même habillée autrement. On va t'acheter des sous-vêtements. » Voilà. Et en fait, étape par étape, elle est rentrée dans un réseau avec un rôle qui était un rôle hyper important, finalement, à 14 ans. Et à 14 ans... Comment elle en est sortie ? Eh ben, il faut beaucoup de temps. Je dirais avec des hauts et des bas, on en sort, on y retourne, enfin d'une certaine manière. À quel moment vous la rencontrez, vous ? Moi, je l'ai rencontrée au moment où en fait il y avait une procédure judiciaire parce que on s'était rendu compte que les trafiquants en fait avaient pris des mineurs pour faire cela. Et donc c'est dans le cadre de la justice que je l'ai rencontrée. Mais c'était un accompagnement de long terme avec des parents qui étaient des parents bienveillants. Enfin, on ne peut pas dire au départ que ce n'est pas des parents bienveillants, mais qui avaient du mal avec la crise d'adolescente de leur fille dans le cadre de rupture familiale. Et ces parents, l'un était au conseil départemental, l'autre cadre dans une entreprise. C'est pour dire que finalement, c'est dans tous les milieux aussi qu'on peut trouver ça. Et moi, je veux insister là-dessus parce qu'on a tellement des flashs de forcément, ce ne sont que des migrants, forcément, c'est des gens qui sont arrivés de loin, mais il y a aussi, à côté de chez nous, des personnes qui vivent ça. Et je peux vous dire qu'on tombe de haut dans une famille quand on se retrouve confronté à ça. Et moi, j'aurais jamais dû être administrateur ad hoc parce que cet enfant, elle avait des parents qui normalement auraient pu l'accompagner dans cette démarche. C'est parce que ses parents n'ont pas pu Voilà. l'accompagner que vous avez été nommé pour l'accompagner. Tout à fait. Et bon, c'était un moment de la vie. Puis après, les parents, ils ont repris leur travail et ils ont compris qu'ils avaient un rôle à jouer, qu'ils pouvaient le jouer eux-mêmes. Mais je pense que c'est quelque chose d'important, ça, de comprendre que il faut, à un moment ou à un autre, être à l'écoute. Et puis, petit à petit, on se retrouve dans des situations comme ça. On les voit ou on les voit pas. Yves Selle, qu'est-ce qu'on peut faire chacun
Je crois que la première chose, c'est d'essayer de s'informer. Hein. On le fait aujourd'hui ici, mais bon, il y a beaucoup de sources d'informations. Nous, plusieurs associations, on a établi un rapport FAC sur la prostitution en France, qui a été un des tout premiers rapports sur les parcours de sortie. Bon, il y a le langage aussi. Quand on parle de la prostitution, il faut faire attention aux termes. Il faut parler de personnes prostituées, de victimes, de survivantes. Les clients, il ne faut pas parler de clients. On peut dire des clients agresseurs, voire même, si on veut être juste, il faudrait dire clients violeurs. Quand on aborde ce sujet de la prostitution avec des amis, il faut dire que c'est une torture. La prostitution est une torture, que l'acte sexuel est interdit, que l'achat d'actes sexuels est interdit en France. Je crois qu'il y a beaucoup de choses à dire. Je rajoute juste quelque chose là, c'est que c'est une information qui a été donnée il y a relativement peu de temps, c'est que parmi les internautes de moins de 15 ans, 25% des garçons se rendent sur ces sites tous les mois, sur les sites de prostitution tous les mois. C'est quand même assez effrayant. Sur la question du regard que signalait Gilles, dans Jean 8, dans l'évangile de Jean chapitre 8, il y a l'épisode de la femme adultère. Elle est prise en flague d'adultère par une foule qui l'amène à Jésus. Donc on voit bien ce que c'est qu'une foule. Hein. Elle se rince l'œil sur un fait divers salace. Et bien là, Jésus baisse les yeux. Il ne veut pas la regarder comme ça. Et c'est seulement quand la foule est partie qu'il relève les yeux et que là, il la regarde comme une femme. C'est exactement ce que disait Gilles. Jésus ne regardera jamais Happy, ne regardera jamais Chloé, ne regardera jamais David comme ça. Merci. Il nous reste quelques minutes. Gilles Badin, est-ce que, à l'image de Geneviève, vous auriez une rencontre qui vous a marqué, que vous souhaiteriez partager avec nous? Vous nous avez parlé de Zara, peut-être y en a-t-il d'autres? Je voudrais vous parler de Marie-Paul. C'est peut-être la seule que je nomme par son prénom parce que Marie-Paul est décédée en fait. C'est une femme qui a été accompagnée sur l'antenne de Sainte-Rita. On l'a accompagnée pendant des années, on l'a accompagnée à travers sa maladie. Et je me rappelle aller à l'hôpital, la rencontrer dans sa chambre. Et en fait, c'était elle qui nous accueillait dans sa chambre. C'était elle qui venait à notre rencontre. Et c'est vraiment elle qui nous a fait elle m'a vraiment fait grandir. Moi, je resterai marqué par son visage accueillant et rayonnant de cette femme qui s'est fait exploiter par son proxénète pendant toute sa vie.